Bonjour, Louis Montalembert, donc je suis le gérant principal du fonds PAM Cloud Révolution et je vous remercie d'assister à cette webconférence durant laquelle on va discuter des résultats des entreprises au premier trimestre 2024. Et c'est toujours une occasion un peu de revisiter notre thématique. Pour ceux qui connaissent déjà bien, je suis désolé, mais je repasse un petit peu les sujets clés de la thématique. Donc, le cloud, ce que l'on entend en général, c'est effectivement l'infrastructure qui est dominée par Microsoft Azure, AWS et Google. Nous sommes plus focalisés, et ce qui nous intéresse au premier chef, c'est ce que j'appelle la superstructure du cloud, c'est-à-dire tout le monde des plateformes as a service et des software as a service qui s'est développé à l'occasion de l'ouverture du cloud, ce que Morgan Stanley appelle le cloud 2.0. On a rajouté, il y a à peu près un an, une couche additionnelle dans cette pyramide du cloud, qui est la couche semi-conducteur, parce qu'on ne peut pas passer à côté d'une des thématiques dominantes boursières à l'heure actuelle, qui est celle de l'IA générative. Aujourd'hui, j'en discuterai un peu plus loin, on est dans l'instant hardware, c'est-à-dire le moment où c'est les vendeurs de pelles euh, qui fabriquent le chiffre d'affaires le plus important. Évidemment, Nvidia est la star de la bourse à l'heure actuelle. Notre thèse, c'est que l'intelligence artificielle générative va se diffuser au premier chef à travers les plateformes as a service et les softwares as a service pour arriver aux utilisateurs finaux. Donc ça, ce sera une discussion qu'on développera un peu plus loin dans la présentation, mais c'est toujours bien de revenir sur cette pyramide du cloud pour voir où est-ce qu'on se situe. On se situe à un endroit où le chiffre d'affaires est récurrent. Et ça, c'est un point important de notre thématique. Notre fonds est un fonds Action internationale exclusivement investi dans le cloud B2B. On fait une distinction avec le B2C dans lequel on pourrait mettre les Netflix et les Meta, qui pour nous ont des dynamiques très différentes. Ce qui nous intéresse, c'est la vague de digitalisation qui n'en est qu'à ses débuts des entreprises grâce au cloud. On a 4 sous-thématiques. La première qui est ce qu'on a appelé la migration cloud. C'est en fait des fonctionnalités qui existaient dans les logiciels legacy et qui sont remplacées progressivement par des acteurs dits cloud native. L'exemple le plus simple, c'est le CRM qui est vieux comme le monde, mais qui est aujourd'hui totalement dominé par des acteurs cloud native comme Salesforce ou HubSpot. Ensuite, on a les nouveaux usages, c'est-à-dire la possibilité offerte aux logiciels de s'insinuer dans des pans entiers de l'économie dans lesquels ils n'étaient pas présents grâce au cloud. Euh, on connaît tous DocuSign, le fait qu'on n'ait plus à signer des documents papier, mais qu'on signe de manière digitale. Et j'aime bien une entreprise qui n'est pas cotée, dont je parle régulièrement, qui est Sense, qui est le cloud pour les lavomatiques, qui permet de digitaliser beaucoup de process, ou bien Doctolib, si vous préférez, pour les Français, qui est plus pratique, mais qui permet d'automatiser la prise de rendez-vous, les contacts avec les assurances maladie, la comptabilité des praticiens de santé. C'est ce type de business model qu'on va voir éclore en grand nombre dans différentes industries dans les années qui viennent. Puis comme le cloud permet de générer des quantités exponentielles de données et d'organiser ces données dans des signaux qui peuvent créer des gains de productivité, on a des nouveaux acteurs comme Snowflake, MongoDB, Dynatrace, Datadog. On est dans une architecture IT qui est décentralisée et donc on a aussi des nouveaux acteurs de la cybersécurité qui ont émergé. Il y a 5 ans, on aurait parlé de Symantec comme un acteur majeur. Aujourd'hui, Symantec n'existe plus. À la place, on a un CrowdStrike qui est une entreprise qui faisait 117 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2017 et a fait 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc, c'est vraiment une nouvelle architecture de l'IT. Donc, 4 sous-thématiques représentative de notre thématique d'investissement dans le cloud B2B. Un univers qui est d'environ 250 entreprises, beaucoup de candidats à la cotation, ce qu'on appelle les centaures, c'est-à-dire des entreprises qui sont des licornes, valent plus d'1 milliard, mais ont dépassé les 100 millions d'ARR, c'est-à-dire de revenus récurrents annuels. Et ça, c'est le signal qu'elles ont atteint ce qu'on appelle le product market fit,
ce qui veut dire qu'elles ont un marché qui veut leurs produits, que le produit fonctionne, et elles sont en général à la conquête de leur marché. À 100 millions de revenus récurrents annuels, on est structurellement bénéficiaire, mais en général, on va à la conquête de son marché, donc on aligne des commerciaux, et donc la plupart des entreprises qui font 100 millions ou plus ont des marges négatives parce qu'elles sont à la conquête de leurs clients. Alors c'est un peu moins le cas pour des acteurs français comme Brevo. Donc, il y a effectivement des candidats français, même si aujourd'hui, la cote est étroite sur les acteurs français du cloud, mais on attend les Dataiku, Ecovadis, Doctolib, dont je parlais tout à l'heure, Conto, Brevo, Content Square sont des champions qui sont susceptibles de ce côté bientôt. La thématique du cloud est une thématique d'hypercroissance. Salesforce, l'un des acteurs les plus anciens, a mis 5 ans pour passer de 100 millions de revenus récurrents annuels à 1 milliard. Snowflake faisait 97 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2018, a fait 2,8 milliards l'année dernière. Donc, c'est une multiplication en 5 ans de son chiffre d'affaires par 28. J'avais coutume de dire que ça n'avait jamais été vu dans l'histoire économique humaine. Depuis Nvidia, j'ai peur qu'on ait trouvé encore plus brutal en termes de taux de croissance. Bon. Néanmoins, ce taux de croissance est spectaculaire. Il est tiré par un modèle d'abonnement ou de consommation payé d'avance, ce qui permet d'avoir un besoin en fonds de roulement négatif. Donc, contrairement à l'économie classique, la croissance n'est pas un drain sur la trésorerie, c'est un générateur de trésorerie. Pas de CAPEX puisqu'on déploie sur une infrastructure qui est mature, qui est celle du cloud, qui est mondiale. Et donc, on n'a pas de limite dans le reach commercial des produits. On est encore dans un niveau de pénétration dans les entreprises qui est minimum, puisque fin 2022, on était à 17% de pénétration. D'après Gartner, on devrait être à 36% à horizon 2030. Il faut savoir qu'on va tangenter les 100% pour le cloud. Alors, pas nécessairement ce qu'on appelle le public cloud, ça peut être aussi des clouds hybrides avec des clouds privés, mais ça veut dire que tous les applicatifs seront des applicatifs auxquels on accédera par Internet. Donc, on aura une pénétration proche de 100%. Et donc, ça veut dire que on est vraiment au début de l'histoire et j'en veux pour preuve que on n'a pas encore vu en bourse des acteurs comme Sense et que Sense, qui fait près de 200 millions d'ARR, donc ce cloud pour les lavomatiques, ne le fait qu'avec 2% des lavomatiques aux États-Unis et on n'en a pas encore entendu parler de ce côté-là de l'Atlantique. Donc, on est au début du déploiement du cloud. Et quand je dis 17%, on pourrait avoir un taux de croissance plus riche dans les 3 années qui viennent. Je sais que dans sa dernière livraison, Gartner prévoit une accélération de la pénétration cette année, une croissance supérieure à 20%. Voilà le sujet pour lequel on se retrouve. C'est les résultats du premier trimestre 2024 qui fait suite à la publication de notre focus en avril, dans lequel on a établi des objectifs pour l'année 2024. Objectifs qui reprennent une litanie finalement de sujets qui nous plaisent pour cette thématique. C'est que c'est un secteur surfinancé. On a une croissance qui est persistante, quel que soit l'avenir de la macroéconomie. On a une profitabilité qui est toujours en hausse. On a une génération de trésorerie qui est abondante. Et aujourd'hui, on est dans un moment clé puisqu'on a des valorisations qui sont véritablement très dépréciées. Et je ferai une part de la conférence sur ce sujet. Pour revenir sur les objectifs qu'on a établis en début d'année, alors il faut savoir que c'est des objectifs qui sont toujours réadaptés au portefeuille tel qu'il est aujourd'hui et on a des pondérations qui ont un peu varié depuis qu'on a publié le focus. Donc, on a des objectifs entreprise par entreprise, puis on fait une compilation en fonction des pondérations actuelles. Donc, les objectifs de croissance étaient de 23% par rapport à 28% l'année dernière. Je vous rappelle que le Covid avait entraîné une considérable accélération de la croissance, qu'en 2023, les entreprises sont entrées dans un mode de rationalisation de leur consommation du Covid, donc il y avait une forme de vent de face, et qu'en 2024, on attend la fin de cette rationalisation qu'on commence à observer, et donc 23%, c'est inférieur à 28%, mais en réalité, avec un incrément de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre que l'on attend en réaccélération. Du côté des marges, vous savez qu'il y a un jeu de vase communicant entre la croissance et les marges, puisque comme je vous disais tout à l'heure,
pour les centaures, plus on veut croître, plus on aligne des commerciaux. À partir du moment où la croissance est moins vive, on réduit la voilure en termes de commerciaux. Et donc, ça a entraîné l'année dernière une croissance spectaculaire de 8,6 points. On était passé de 7,7 à 16,4. On attend cette année à nouveau une croissance des marges, puisqu'on attend 3,8 points pour arriver à 20,1% de marge. Je vous rappelle que la marge à maturité, la marge d'EBIT à maturité dans ce secteur, c'est 30% et plus. Donc, quand on vous dit 20%, ça vous donne aussi une couleur de la fabrication du portefeuille en termes de profil d'entreprise qui sont dans le portefeuille. 20,1% de croissance, donc 3,8 points avec une croissance top line de 23%. Ça voulait dire une croissance de 52% de l'EBIT moyen à comparer aux 171% qu'on a aligné l'année dernière. Mais l'année dernière, c'était un saut de marge qui était tout à fait exceptionnel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au premier trimestre? On a effectivement une croissance persistante qui est toujours dans un mode de ralentissement sur une vision year on year, comme on dit, puisque l'année dernière, on avait une croissance de 32,8% au premier trimestre et que cette année, on est à une croissance de 23,5%, qui est en ligne avec nos attentes de l'année. Mais on a effectivement des incréments de chiffre d'affaires qui redémarrent. D'accord? C'est-à-dire qu'on voit sur le graphe qui est en bas de la page l'accélération liée au Covid. Donc, les incréments, c'est le différentiel. Alors là, c'est les incréments 12 mois glissants. Donc, si on doit analyser l'incrément du T1 2024, c'est le chiffre d'affaires additionnel qui a été fait sur les 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents. D'accord? Au T1 2024. Le T4 2023, c'est le chiffre additionnel qui a été fait en 2023 par rapport à 2022. Voilà, c'est comme ça qu'il faut lire la chose. On le fait en 12 mois glissants parce qu'il peut y avoir des saisonnalités sur certaines entreprises. Donc, on voit assez clairement la phase d'optimisation qui a démarré fin 2022 avec des incréments 12 mois glissants qui ont baissé. On les a indicés base 100 sur l'incrément du T1 2020. Et on voit que depuis lors, on est sur un mouvement de réaccélération des incréments. Et sur les 12 derniers mois, on a un incrément qui est en hausse de 10%. Donc ça, pour nous, c'est un signal positif de la fin de l'optimisation de la consommation cloud par les clients. Il y a une évolution de la composition du portefeuille qui s'est faite de manière relativement passive. Je vous rappelle qu'on a 3 typologies d'entreprises. Les avancées qui sont des entreprises qui ont souvent des capitalisations supérieures à 100 milliards, qui sont des entreprises qui sont à maturité de marge, donc au-dessus de 30% en général ou autour de 30%, mais qui ont encore un profil de croissance de l'ordre de 15%. Puis les ascensionnistes, pardon, qui ont passé le point d'inflexion de la marge, mais qui ont donc un double effet sur les marges, qui est un ramp-up des marges et une croissance top-line qui reste au-dessus de 20%. Et puis les prospectives, qui sont des entreprises en perte. Je dis généralement réputées en perte. Elles sont effectivement en perte, mais parce qu'elles ont des profils de croissance extrêmement avantageux. En 2022 et plus particulièrement en 2023, le message des marchés a été: on préfère la marge sur la croissance, contrairement aux années précédentes. Et par conséquent, beaucoup de ces entreprises sont passées rapidement du côté des ascensionnistes, c'est-à-dire ont eu des marges positives parce qu'elles ont baissé leur profil de marge. Aujourd'hui, dans cette catégorie, on n'a plus que 3 entreprises qui sont Braze, GitLab et SentinelOne. Et ces 3 entreprises devraient être bénéficiaires l'année prochaine. Donc, c'est vrai pour recharger le portefeuille en entreprise à très forte croissance, il nous faudra avoir des IPO. Mais tout ça pour dire que les marges sont pilotées dans ce secteur. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des marges? On a eu un saut de 5,5 points sur le premier trimestre. On passe de 11,9 points % de marge à 17,4 pour le premier trimestre 2024. Le gros du gain de marge provient des ascensionnistes, mais ce qui est un peu normal parce qu'elles représentent aujourd'hui
plus des 2/3 du portefeuille. Et puis, on y trouve des entreprises qui sont devenues bénéficiaires il y a peu, hein, celles dont on a parlé tout à l'heure, et qui donc font des bons de marge qui sont plus conséquents. Les avancées ont une marge qui est stable d'un trimestre sur l'autre, mais participe quand même au gain puisque la croissance top line apporte un peu plus de marge sur l'ensemble des entreprises. Et donc, sur ce premier trimestre, on a une croissance de l'EBIT moyen qui est de 80% à comparer aux 52% qu'on attend sur l'exercice. C'est un peu normal que ce soit plus vif au premier trimestre puisque on a une pente de la croissance de la marge l'année dernière qui est progressive sur l'année et qui le sera probablement un peu moins cette année puisqu'on démarre à 17,4. On prévoit de finir l'année à 20,1. Ça, c'est une réactualisation d'un graphe qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà vu. Ça valide l'idée que les marges sont pilotées d'une part et d'autre part sur l'effet de levier incroyable que la croissance peut avoir sur les coûts. On voit des profils de marge sur 4 ans avec nos projections 2024. Avec des gains de marge de 46% pour une entreprise comme Snowflake sur la période, 25% pour MongoDB. Monday, qui était une prospective devenue ascensionniste, c'est un gain de 68 points. Je ne vais pas toutes les égrener, mais vous voyez une entreprise comme GitLab qui faisait 130% de marge négative en 2020, qui sont des chiffres qui légitimement peuvent faire peur, en 2024 va être bénéficiaire. Donc ça va extrêmement vite dans l'effet de levier que l'on peut avoir à partir du moment où on a des taux de croissance qui veulent être un peu plus raisonnables. C'est le cas aussi de SentinelOne, qui était au-dessus de 100% de marge négative en 2020 et qui va être bénéficiaire cette année. Donc là, c'est déjà 2 de nos prospectives qui vont devenir des ascensionnistes dès cette année. La marge de cash flow libre, c'est un point qui est important dans ce secteur, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un besoin en fonds de roulement qui est négatif de l'ordre de 25% du chiffre d'affaires, ce qui signifie que lorsque l'on conquiert des nouveaux clients, on rentre du cash. Les abonnements sont souvent payés d'avance ou la consommation future. Et donc, c'est une des particularités attrayantes de ce secteur. Si je fais une comparaison avec une entreprise comme Stellantis fait 10 milliards d'EBIT et seulement 4 milliards de cash flow libre. Là, on est au contraire dans un cash flow libre qui est supérieur aux résultats opérationnels, justement liés à la caractéristique du secteur. Et puis, j'ajouterais du fait qu'on a peut-être 1 ou 2 points de CAPEX, ce qui est minimum. Et peut-être le point le plus intéressant, c'est de regarder nos prospectives, même si elles représentent que 10% du portefeuille, mais qui donnent une typologie. On est sur des marges négatives de l'ordre de 5% au niveau de l'EBIT. On est sur une marge de cash flow libre qui est quand même de 18%. Donc, c'est vous dire qu'on n'a pas du tout de drain financier dans les entreprises du portefeuille. On est vraiment sur des générations de trésorerie qui sont extrêmement avantageuses. Alors, au niveau, alors, excusez-moi, il me semble qu'il nous manque les slides sur la trésorerie. Je regarde juste rapidement. Bon, il y a eu un petit problème dans le montage de la présentation. Sur la trésorerie, on a généré à nouveau 7 milliards de trésorerie sur les 32 entreprises du portefeuille. On arrive à 56 milliards de trésorerie nette sur les entreprises du portefeuille, ce qui génère 4 points de marge additionnelle et ce qui est absolument clé sur la santé financière des entreprises du portefeuille. Les 4 points de marge additionnelle expliquent en partie aussi le fait que nos marges de cash flow libre soient beaucoup plus importantes que les marges d'EBIT. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des performances? J'ai actualisé un graphe que j'avais montré lors du déjeuner autour du focus. Et donc, on a connu, comme l'année dernière, une montée des cours jusqu'à mi-février,
puis une anxiété monétaire autour de la politique des banques centrales qui a conduit à une baisse des cours. Et contrairement à l'année dernière, au moment de l'annonce des résultats du trimestre, on a continué à avoir un effritement des cours. Alors, la première chose, c'est que je ne pense pas que nous ayons changé de régime. C'est-à-dire que 2022, on a eu un régime qui était totalement corrélé et la hausse des taux a été le déterminant essentiel de la baisse drastique des cours en 2022. En revanche, en 2023, il y a eu des points d'anxiété monétaire, mais le déterminant principal, ça a été la capacité des entreprises à afficher la croissance de leurs résultats. Et c'est pour ça que l'année dernière, le fonds a fait 47% de performance contre 35% contre le BVP Emerging Cloud Index, qui est un indice duquel est issu à peu près les trois quarts du portefeuille, donc qui est très représentatif. C'est que du cloud B2B. Depuis le début de l'année, on n'arrive pas à se différencier contre cet indice, même si les profits sont en ligne avec nos attentes. Et il y a deux éléments pour ça. Il y en a un qui est effectivement une baisse, enfin une anxiété monétaire qui perdure. Mais le deuxième qui est vraiment le plus important, c'est le fait que le logiciel soit victime d'un double effet d'éviction lié à l'instant hardware de l'IA générative. Et on reviendra un peu plus tard, il y a des slides sur ce sujet. En termes de valorisation, ça nous amène à un niveau qui nous paraît assez drastique, puisque aujourd'hui, en termes de multiple des ventes du portefeuille actuel, on est à un multiple des ventes qui est inférieur au multiple des ventes fin 2022. D'accord ? Fin 2022, je vous rappelle qu'on avait subi un crash de l'ordre de 50% pour les valeurs du software. C'est ce que j'appelais le 2008 de la tech, avec cette montée en chandelle des taux d'intérêt. Il y avait une grande anxiété monétaire. Et donc, on avait eu un de-rating. Alors, on venait de multiples qui étaient spectaculairement hauts et qui avaient été drivés par l'effondrement des taux d'intérêt dans les années précédentes, mais on avait eu un de-rating de 79%, de 77%. Il se trouve que nos multiples d'aujourd'hui sont encore inférieurs de 6% à quelque chose qui était, à mon sens, déjà un excès fin 2022. D'accord ? Et d'ailleurs, on voit des multiples de cash flow libre 2025, et on a pris des hypothèses ou des multiples d'EBIT 2025 en prenant des hypothèses prudentes, qui est de 32 fois pour l'EBIT et de 24 fois pour le cash flow libre. On aime bien avoir un peu un raisonnement du PEG, c'est-à-dire comparer des multiples, parce qu'évidemment, on peut se dire que 32 fois 2025, ça reste un multiple qui est élevé, mais le comparer au potentiel de hausse. Et donc, si on compare ces multiples, alors on s'est situé au niveau de l'EBIT, parce que c'est le multiple le plus propre. Et on est relativement conservateur parce qu'en réalité, on est dans un secteur dans lequel l'EBIT est souvent inférieur au résultat net pour la simple raison qu'on a les intérêts dont je vous parlais tout à l'heure et qu'on a dans ce secteur beaucoup de tax loss carry forward, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'imposition pour les années à venir. Donc, on est relativement conservateur en utilisant des multiples d'EBIT. Et on voit qu'on a des PEG, comme on les utilise, qui, si je me situe sur 2024 et 2025, est entre 0,8 fois et 0,9 fois. On est entre 0,8 fois et 0,9 fois pour des entreprises dont le chiffre d'affaires est 100% récurrent et qui sont dotées d'une trésorerie nette de 56 milliards, les 32 entreprises du portefeuille. Donc, c'est extrêmement bas compte tenu du profil de risque de ces entreprises qui n'ont pas besoin de financement, qui ont un coussin de sécurité qui est considérable et qui ont un chiffre d'affaires qui est récurrent, un pricing power qui est vraiment le archétypal de la définition du pricing power, c'est-à-dire que le service qu'elles apportent à leurs clients est critique et en même temps, le prix qui est payé par les clients représente une part epsilonesque de la base de coûts des entreprises clientes. J'aime bien citer le cas de GitLab, hein, qui est une plateforme de codage et qui est l'une des entreprises du portefeuille qui a lancé sa fonctionnalité d'IA, on en parlera un peu plus loin, qui l'a lancé à 9 $ par mois par utilisateur, qui l'a monté 3 mois plus tard à 19 $. Voilà. Donc ça vous donne l'élasticité prix
du secteur, donc le pricing power. Donc 0,8 fois, ça me paraît totalement décorrélé de la réalité de ces entreprises qui mériteraient au moins 2 fois compte tenu du fait qu'on a une croissance longue. Alors, je ne vais pas être aussi ambitieux, mais si on se situe sur 1,5 fois, ça veut dire qu'on a un potentiel d'appréciation instantanée qui est de 70 à 80% pour notre portefeuille. Voilà, et si je reviens un peu plus loin en prenant justement l'évolution du BVP Emerging Cloud Index, donc on vous montre cette courbe régulièrement qu'on réactualise, qui montre les multiples de valorisation forward des entreprises qui composent cet indice qui n'est que du cloud B2B. On voit qu'on est revenu aujourd'hui à 5 fois, qui est la valorisation qu'on retrouvait avant la période de bulle liée au taux d'intérêt. Et donc, comme je le dis couramment, sur 10 ans, on est sur un multiple constant, ce qui pour moi, venant historiquement du private equity, est confortable pour fabriquer des rendements. Et on voit que les rendements sur 10 ans sont extrêmement favorables pour cette thématique. Alors, c'est les 10 dernières années. Moi, je pense que ça sera extrêmement favorable dans les 10 prochaines années pour toutes les raisons que je vous ai données précédemment, c'est-à-dire la sous-pénétration du cloud aujourd'hui dans le stack technologique des entreprises. Alors, je parle beaucoup de cet instant hardware à comparer à l'instant software. Pour nous, l'instant software succédera à l'instant hardware. Donc, où est-ce qu'on est aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, on a une course à l'armement ce qu'on appelle les hyperscalers, les mégacaps dont vous êtes familiers, pour sortir le meilleur modèle fondationnel, d'accord, les LLM. Donc, on voit Microsoft qui mise sur OpenAI et sur Mistral, Alphabet avec Gemini, AWS avec Claude qui a mis un ticket dans Anthropic, Llama avec Meta. On a vu dans les annonces hier soir d'Apple qu'elle est misée sur OpenAI pour ses futurs produits. Et donc, cette course à l'armement, elle conduit à des capex qui sont absolument explosives de la part des hyperscalers, puisque sur 5 ans, et là on a pris les estimations pour 2024 et 2025 de Goldman Sachs, juste ces 4 acteurs ont triplé leur capex pour tangenter les 200 milliards. D'accord? Et donc ça profite évidemment instantanément à ceux que j'appelais les vendeurs de pelles, les semi-conducteurs. Et donc, si on regarde les performances boursières depuis le début de l'année, bon, on voit que la moyenne des titres que j'ai choisis ici sur les semi-conducteurs est en hausse de 77%, quand l'EM Cloud, donc l'indice BVP Emerging Cloud Index, qui est un indice du logiciel cloud, est à moins 12 depuis le début de l'année. Il y a un double effet d'éviction qui, pour nous, est transitoire. Il y en a un qui est une surprise pour nous, qui est opérationnel. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, depuis la fin de l'année dernière, mais c'est visible cette année, il y a une pression des CEO sur leur CTO pour leur faire des business cases d'IA générative. Et donc, les CTO sont contraints de divertir un bout des ressources vers des applicatifs d'IA générative sans augmentation des budgets IT. Donc, nous, on a atteint nos objectifs de croissance au premier trimestre. Mais ce qui a conduit à la baisse des cours au moment des annonces, c'est que les entreprises de logiciels ont été extrêmement prudentes pour la suite de l'année parce qu'elles voient effectivement le fait que les budgets augmentent peu et qu'il y a moins de force de rappel sur la croissance compte tenu de cet effet que nous pensons sera transitoire. La deuxième chose qui est évidente, c'est que dans l'allocation tech, les flux immédiats sont privilégiés sur les flux futurs. Autrement dit, les investisseurs se précipitent aujourd'hui sur les semi-conducteurs. Je crois que j'ai lu une statistique selon laquelle Nvidia serait dans 10 portefeuilles aux US sur 9 portefeuilles sur 10. Et donc, ça se fait aux dépens du logiciel qui a été très largement survendu ces dernières semaines. Nous, on a 4 prédictions sur l'IA générative. La première, c'est que les modèles fondationnels vont devenir commoditaires. Je discutais hier avec un investisseur qui me disait « Ah, ils vont remporter la mise ». Nous, on pense que ce n'est pas du tout le cas. On pense que les modèles vont être à peu près équivalents les uns aux autres
et que le coût d'entraînement s'effondre. Il faut savoir que le coût d'entraînement de ChatGPT 3 a été de 100 millions de dollars. Il y a 6 mois, c'est des chiffres que j'ai vus il y a 6 mois, ça aurait coûté 4 millions de dollars pour le même entraînement. Aujourd'hui, peut-être que ces 4 millions de dollars, si on prend des B100 ou des B200, les GPU les plus récentes de NVIDIA, peut-être que ce coût est tombé à 2 millions, peut-être même 1 million de dollars. Donc, il y a la loi de Moore qui applique l'effondrement des semi-conducteurs, ou tout au moins l'accroissement considérable de leur capacité à prix constant. La deuxième chose, c'est l'open source. Et c'est Meta qui a lancé les hostilités en lançant Llama dans l'open source. Donc, l'open source permet des améliorations gratuites. Et puis, je pourrais rajouter encore dans les innovations, et ça, c'est Mistral, la curation des data. En fait, Mistral a réussi à entraîner son modèle avec beaucoup moins d'argent parce qu'il a mieux qualifié les données qu'il a utilisées. Donc, plutôt que d'utiliser énormément de données, ce qui coûte cher, il en a utilisé beaucoup moins. Mais avec des effets similaires. Donc, on voit qu'il y a un effondrement du coût et finalement une efficacité de ces modèles fondationnels qui devient à peu près équivalente. En revanche, il y a une vérité auquel on ne pourra pas échapper, c'est que les CAPEX d'aujourd'hui sont les dotations aux amortissements de demain. C'est-à-dire que les plans de CAPEX que je vous ai montrés vont peser dans les profitabilités des hyperscalers de demain, parce que ça va se traduire en dotations aux amortissements, d'autant que comme les hyperscalers ont dû s'équiper dans un contexte de goulot d'étranglement, ils payent très cher la capacité. Aujourd'hui, le ratio CAPEX to sales dans l'IA générative pour les hyperscalers est bien inférieur au ratio qu'ils ont sur les workloads cloud classiques. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller sur les hyperscalers. La troisième, c'est que l'IA générative se diffusera par le logiciel. C'est inévitable. En fait, l'IA générative ne va pas remplacer les humains, en tout cas pas dans les 10 ans qui viennent. J'ai participé à une table ronde avec Rexecode, avec des économistes qui essayaient justement de voir comment est-ce que l'IA pouvait remplacer des humains, et compte tenu des failles de l'IA générative aujourd'hui, ils ont conclu que ça allait mettre du temps. Mais ce n'est pas comme ça que ça va marcher. La manière dont ça marche, c'est que l'IA générative équipe le logiciel et fait de l'humain augmenté. L'humain augmenté remplace d'autres humains. Et j'aime bien l'exemple de la fonctionnalité de ServiceNow en IA générative qui a été lancée au 4e trimestre. Ça a été le plus gros lancement de l'histoire de l'entreprise. On parle d'une boîte qui fait 9 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui permet d'équiper notamment les gens qui s'occupent du back-office du e-commerce dans le traitement, par exemple, d'un accident dans une livraison qui arrive cassée chez le client, qui est très human intensive, qui demande un agent qui converse avec le client et qui en déduit un remède et met en marche ce remède et fait un rapport. Tout ça est manuel. Avec le module d'IA générative de ServiceNow, on a un bot qui fait toutes les premiers contacts avec le client, qui suggère des remèdes à l'agent, qui clique sur les remèdes, et derrière, l'IA générative rédige le rapport. Ça veut dire que cet agent augmenté de l'IA générative peut traiter 3 tickets là où il en traitait un seul avant. C'est ça l'avenir de l'IA générative. Et enfin, et d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie par Morgan Stanley sur ce qu'ils appellent le cloud 2.0. Eux, ils estiment l'économie juste sur les États-Unis à 4 000 milliards sur les frais de personnel, à 4 000 milliards de dollars sur l'économie américaine, et que le logiciel en capterait jusqu'à 400 milliards. Donc pour eux, le marché du logiciel grâce à l'IA générative va s'étendre de 200 à 400 milliards de dollars. Ça, c'est une prédiction de Morgan Stanley. Le quatrième point, c'est que les gagnants de l'IA générative vont être les utilisateurs finaux. Et ça, c'est une prédiction qui avait été faite par Bessemer Venture dès l'année dernière, il y a 12 mois, dans leur State of the Cloud 2023. Et en fait, on a apporté une illustration à cette prédiction de Bessemer Venture que l'on trouve intéressante. Vous savez que l'une des capacités de l'IA générative, c'est de coder automatiquement.
Et donc, il y a des applications qui ont été sorties dès la fin d'année. On parlait tout à l'heure de GitLab Duo, de la société dans laquelle nous sommes investis qui s'appelle GitLab. GitHub, qui est une entreprise qui avait été rachetée par Microsoft, a sorti GitHub Copilot, qui a à peu près les mêmes fonctionnalités que GitLab Duo. Et donc, il y a une expérience qui a été menée par un tiers, donc pas par Microsoft, auprès de 95 codeurs, 95 développeurs, 45 utilisant GitHub Copilot et 50 qui n'utilisent pas Copilot, pour faire une tâche normée entre ces 95 développeurs. 78% de ceux qui étaient équipés ont fini la tâche et ils l'ont fini en 1 heure 11 minutes, alors que ceux qui n'étaient pas équipés, 70% l'ont fini en 2 heures et 41 minutes. Donc le gain de productivité avéré dans cette étude est de 56% en utilisant GitHub Copilot. Le coût annuel, on s'est livré à l'exercice de savoir quel était le gain de productivité pour une entreprise qui utiliserait GitHub Copilot ou bien GitLab Duo. Aux États-Unis, le coût d'un développeur est d'environ 160 000 $. On estime qu'un développeur passe 30 à 50% de son temps à coder, d'après une étude qu'on a sortie. Si on prend le gain de productivité le plus conservateur, c'est-à-dire on estime qu'il code 30% de sa génération, de sa journée, et qu'il fait effectivement 56% de gain de productivité, ça veut dire que le gain de productivité en dollars est de 26 880 $, que ce soit GitHub Copilot ou GitLab Duo. Le coût du module le plus onéreux, qui est GitLab Enterprise ou GitHub Copilot Enterprise, est de 39 $ par mois, soit 468 $ par mois. Ça veut dire que pour 468 $ par mois, vous pouvez faire 26 880 $ d'économie. Ça veut dire que le take rate du logiciel n'est que de 1,7%. La proposition de valeur est évidente et ça, c'est une illustration de ce qui va se passer dans le logiciel grâce à l'IA générative. Là, on vous enverra la présentation. C'est des fonctionnalités IA qui ont été sorties par un certain nombre d'entreprises de notre portefeuille. Toutes les entreprises de notre portefeuille, d'ici à la fin de l'année, aura sorti sa fonctionnalité en IA, qui se fait en général avec ce qu'on appelle des API, avec les grands modèles fondationnels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, ils sont totalement agnostiques. Si demain, ils utilisent ChatGPT et ChatGPT augmente ses prix, le lendemain, ils pourront utiliser Claude d'Anthropic ou aller chez Gemini, car il y aura assez peu de différence sur les performances de ces différents modèles. On vous enverra cette présentation à première demande pour avoir tous les exemples de fonctionnalités, mais on revient donc sur automatisation, assistance, exploration, puisque je vous rappelle qu'un logiciel, c'est jamais qu'une interface homme-machine. Et donc, on a tous testé ChatGPT. ChatGPT, c'est ce qui permet de remplacer un certain nombre de fonctions que l'homme fait aujourd'hui de manière manuelle. Et donc, c'est assez évident que dans le logiciel, on va pouvoir automatiser beaucoup de fonctions. Alors, qu'attendre pour la suite? On avait fait ce graphe il y a quelque temps qu'on complète à chaque rencontre. En fait, en prenant l'analogie sur 2008, puisqu'on dit que 2022 a été le 2008 de la tech, et de voir quel a été le rebond des entreprises d'hypercroissance de l'époque dans les quelques années qui ont suivi. Et on voit que le rebond a été extrêmement important. Et finalement, si à l'époque, les entreprises d'hypercroissance étaient Salesforce, Microsoft, Google, Cisco, Qualcomm, etc., aujourd'hui, ce sont les entreprises du cloud B2B qui sont les entreprises d'hypercroissance. Et on aurait pu penser qu'on connaîtrait un rebond aussi important. On pense qu'il est toujours dans notre vision qu'il y a un rebond extrêmement significatif, mais pour l'instant, on voit bien qu'il n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, on a un surpositionnement des investisseurs sur les semi-conducteurs et un sous-positionnement qui est historique sur le logiciel. Et donc, nous, notre thèse, c'est que le rééquilibrage des flux financiers est inéluctable. Et si on revient justement sur notre vision de notre portefeuille, on se livre à cet exercice. Donc, on a des projections sur toutes les entreprises du portefeuille, de regarder quel est le multiplicateur des ventes que l'on attend de manière extrêmement prudente sur les 5 années passées,
et de le comparer à l'évolution des cours de bourse. Et c'est une manière très visuelle de voir le de-rating par rapport à 2018. Donc là, on se situe avant la bulle, puisqu'on a indicé les deux. La ligne rouge, c'est l'évolution des cours de bourse du portefeuille actuel que nous avons à l'heure actuelle. Et donc, tout ça sans démarrer en 2018. On voit déjà que historiquement, sur les 5 années passées, les chiffres d'affaires ont été multipliés par 5,7 fois, donc c'est 42% de croissance annuelle. On est assez prudent en prévoyant 21% de croissance par an dans les 5 années qui viennent. Je pense qu'on est très prudent parce que si Gartner a raison que c'est 17% pour l'ensemble du cloud et que nous investissons dans les leaders, d'avoir seulement 4 points de croissance additionnelle, c'est à mon sens extrêmement prudent. Donc on pourrait être significativement au-dessus. Je vous rappelle qu'on n'inclut pas l'optionnalité de l'IA générative dans nos chiffres pour l'instant parce qu'on ne sait pas la quantifier. Donc les fameux 200 à 400 milliards du logiciel que prédit Morgan Stanley ne sont pas dans nos chiffres. Et néanmoins, on a un de-rating sur les 5 années passées en multiple de vente qui est de 60%, d'accord, en prenant cette évolution basse 100. Et si on estimait que les multiples d'aujourd'hui sont pérennes sur longue période, moi j'estime qu'ils sont trop bas, et donc on reste à multiples constants sur les 5 années qui viennent, la croissance attendue des entreprises du portefeuille doit conduire à une performance du fonds de l'ordre de 20% par an. Voilà, c'est une vision extrêmement simple ou simpliste, mais parfois les approches les plus simples sont les meilleures pour avoir une vision d'ensemble. Personnellement, sur mes investissements dans le fonds, c'est une vision à laquelle j'adhère tout à fait. Voilà, pour conclure, la thématique est lisible, elle est spécifique, elle est unique. On est sur une mutation qui est largement immunisée contre les cycles économiques. C'est central dans les gains de productivité des entreprises et ça va l'être encore plus sur les gains de productivité liés à l'IA. J'ai vu une étude sortie par Edmond Rothschild récemment qui prédit 3 points de gains de productivité par an d'ici à 2030 grâce à l'IA générative. Bon, je crois que Morgan Stanley était à 1,5 points, mais c'est vous dire que les attentes sont massives et je pense qu'elles sont réalistes. Alors, je ne peux pas me prononcer sur le quantum, mais elles sont réalistes quant au fait que les gains de productivité seront massifs. C'est une thématique qui est transverse. On a parlé dans cette conférence de l'avomatique. Donc, c'est vous dire qu'on va très loin dans la transversalité et le côté multisectoriel. Nous sommes sur des entreprises qui ont des fondamentaux extrêmement solides. Et le point d'entrée pour nous est historique puisque c'est un point d'entrée qui est en dessous en termes de valorisation du point d'entrée de fin 2022. Et je vous laisse sur cette réflexion.